Ravi de vous retrouver sur votre émission Wilikidjo. Wilikidjo est une émission qui vise à conscientiser, motiver les jeunes à prendre leur destin en main. Et pour cela, nous faisons appel à des entrepreneurs, à des leaders pour qu'ils partagent avec nous des conseils sur les motivations, les innovations technologiques, l'entrepreneuriat, la gestion financière et managériale. Avant d'avancer dans la discussion, nous souhaitons remercier nos partenaires qui sont Resto Misana, Canela Couture et le groupe GNS Pictures. Aujourd'hui, nous avons l'honneur de recevoir un entrepreneur, un visionnaire qui incarne l'innovation et l'excellence. Fondateur de la start-up Iwati, il révolutionne le domaine des intelligences artificielles et de robotique au Mali. Restez à l'écoute pour découvrir l'histoire fascinante de cet entrepreneur et les projets révolutionnaires d'Iwati. Bonjour et bienvenue, M. Fousseini Dambélé. Bonjour, merci pour cette occasion. Merci, Yoran. Ça vous dit une petite présentation pour ceux qui nous suivent et qui ne vous connaissent pas? Je suis juste un homme ordinaire. Je suis Fousseini Dambélé, cofondateur de la start-up Iwati. Donc, nous sommes dans le domaine, nous évoluons dans ce domaine d'intelligence artificielle et de la robotique au niveau du Mali, mais pas que cela. Nous avons une présence aussi en Côte d'Ivoire et aussi bien évidemment au Sénégal. Donc, au jour le jour, nous faisons notre petit chemin pour pouvoir mettre l'intelligence artificielle vraiment au service des populations, des administrations et de toute industrie dans lesquelles nous pouvons apporter vraiment des valeurs ajoutées au mode de fonctionnement, parce que les gens puissent embrasser avec intérêt et surtout avec efficience dans les domaines d'intervention, dans tous les secteurs confondus au niveau de l'Afrique. D'accord. Et pouvez-vous nous parler un peu de vos débuts avec la start-up, c'est-à-dire d'où vient le déclic? En fait, c'est une histoire qui a commencé en 2018. D'accord. En 2018, tout fraîchement sorti d'université. J'ai fait mes études supérieures en Algérie, où je suis rentré au pays. Donc, j'ai commencé à faire des stages, comme tout le monde. Oui. Donc, c'est après ça que je me suis rendu un soir dans une entreprise pour des besoins, des documents administratifs. Et je suis tombé sur un cas de conflit entre le manager et ses collaborateurs sur cette maladie, cette gangrène qui perdure, qui persiste aussi, qui est le manque de régularité des collaborateurs au service. Donc, à ce temps, l'entreprise en question utilisait des cahiers de registre pour noter. Chacun à son tour vient avec un stylo qui est posé sur la table, écrit son nom entier, tout, l'heure d'arrivée, l'émargement. Et chaque personne fait le même exercice en rentrant chez eux. Et il se trouve que voilà, il y a toutes sortes de personnes dans eux. Il y a des gens qui sont francs, qui sont honnêtes, mais d'autres, c'est le cas inverse. C'est vrai, donc, on n'écrit pas toujours les vraies heures de pointage, au fait. Donc, à la suite d'un décompte, donc, le manager s'en est rendu compte qu'il y a des chevauchements entre les heures, les vraies heures. Et du coup, voilà, ça persistait depuis des années à leur lieu de travail. Et je suis tombé sur ça, année sur ça. Donc, c'est par la suite que je me suis posé la question, est-ce qu'avec nos compétences que nous avons, nous ne pouvons pas faire quelque chose de vraiment à l'épreuve de tous ces cas de tricherie, de ces cas de, comment dire, de tricherie, mais aussi il y a aussi le facteur humain aussi qui joue souvent. À la suite de nos recherches, on a constaté qu'il y a aussi des agents qui sont là aussi pour constater, pour vérifier ces émargements sur place. Bon, il se trouve que voilà, avec un petit, quelque chose, ces gens-là aussi pouvaient se permettre de faire des trucs aussi qui ne sont pas vraiment bien. Et donc, qui sont à l'épreuve de tout ça, même avec les badges, les systèmes de badges que vous pouvez voir. Moi, vous et moi, on peut être dans le même service, mais on a des amis, on est amis, on cause et tout. Moi, je pourrais vous passer mon badge pour émarger ma place le matin alors que je suis en train
C'est dormir. possible. Je suis en train de dormir. Ok. Je suis en train de dormir. On a vu tous ces cas-là. On a vu tous ces cas. Et face à ces cas de tricherie du système et tout, on s'est dit qu'on pouvait faire quelque chose pour quand même englober tous ces cas de défaillance D'accord. en une seule solution qui est jusque-là, en ce jour où nous parlons, c'est à l'épreuve de tous ces cas, c'est d'utiliser l'intelligence artificielle pour vraiment noter et prendre acte de façon automatique la présence de chaque personnel au sein de son service à son arrivée ainsi qu'à son départ pour que les gestionnaires des ressources humaines, en tout cas, qui s'attellent à ces décomptes à la fin du mois ou à la fin de chaque trimestre, etc., puissent être quand même soulagés de ces tâches fastidieuses, parce que ça prend énormément de temps aussi de faire des décomptes et tout. Et c'est comme ça que, en résumé, pour ne pas rentrer trop dans les détails, que Iwati a vu le jour et nous continuons à faire notre bonhomme de chemin. Voilà. D'accord, merci beaucoup. Mais maintenant, j'aimerais savoir, quelles étaient les premières démarches. Lorsque vous avez su vraiment que ce phénomène existe au sein des entreprises, les premières démarches, c'était quoi? C'était d'aller chercher un fonds, d'en parler à des gens avec qui collaborer pour le mettre en place. C'était quoi réellement les premières démarches pour arriver à la création de la start-up? Oui, c'est une très bonne question en effet, parce que les premières démarches, après l'étape de mise sur le fait, sur les chamailleries entre employeurs et employés sur les heures de présence. Donc, je me suis, avec des collègues, donc, essayé de faire des prototypes. Un seul prototype, au fait. Un seul prototype. Des collègues avec qui j'ai étudié ensemble. Et je suis allé vers eux, je me suis dit, voilà, est-ce qu'on ne pourra pas faire quelque chose pour tel ou tel cas? Bon, on a fait des brainstorming, des séances de réflexion, des causeries, voilà. On s'est posé plein de questions, des questions aussi qui, compte tenu de la réalité sociale du Mali. Donc il y a aussi certaines choses qui ne sont pas de prime abord acceptées, sinon acceptables vis-à-vis du comportement de la société en tant qu'elle-même, de sa structuration au fait, quoi. Donc on a commencé avec un prototype qu'on a appelé Iwati Box. C'était un petit box, mais en ce temps on avait commencé avec l'empreinte digitale. Avec les empreintes digitales et tout, on a commencé à fabriquer un prototype. Et ce prototype, on a financé avec les fonds propres. Fonds propres. Avec les fonds propres et tout. Donc, vous cotisez entre vous, ou bien il y avait quelqu'un qui avait plus en charge parmi vous, ou bien c'est la contribution de tout un chacun? C'était ma contribution majoritairement par rapport à tout ça. Et par la suite, lorsqu'on a vu que le prototype est fonctionnel, on a eu à tester au niveau d'une entreprise, au niveau des Cathy, et qui emploie des centaines de personnels. Et au fur et à mesure, on a peaufiné la solution. On est parti sur une base standard avec des fonctions standards qui sont là, juste récolter les données, ainsi de suite, mettre à la disposition de façon automatique. Mais on a vu qu'au fil du temps, on s'est attelé à d'autres tâches aussi dans le domaine des ressources humaines, telles que la paie, les notes de frais, la prise en charge de tout ceci. Et du coup, jusqu'à ce qui fait que maintenant, on a un système complet, mais on n'est plus avec les empreintes digitales. Parce qu'au fil du temps qu'on a eu à tester le prototype et tout, on a vu qu'il y a des gens qui ont des problèmes de peau, il y a des gens des empreintes s'effacent périodiquement et tout. On a vu tous ces cas-là. Et face à ça, vu que de l'eau ou bien de l'huile et tout pour venir mettre les empreintes et tout. Donc, et il y a aussi le manque de volonté, on peut dire la mauvaise volonté aussi, parce que les gens ont immédiatement compris, même avec les regards, qu'ils n'aiment pas du tout la solution. Donc, mais nuit été, tout ça, on a continué. On a réussi, et avec l'avènement de Covid aussi en 2020-2021, vu que le contact aussi, le toucher, c'était des moyens de transmission de Covid aussi. Imaginez avec
une personne contaminée vient pointer le doigt, une autre scène vient attraper ça en faisant office de pointage. Du coup, ce n'est pas sain pour l'entreprise, ce n'est pas sain pour l'administration, ça pourrait faire office de contamination en grande masse. Tout à fait. Donc du coup, on a mis ça de côté et on est venu avec une nouvelle solution qui se base sur la reconnaissance faciale. Vous n'avez plus besoin de toucher quoi que ce soit. Donc, avec le logiciel de reconnaissance faciale qu'on a incorporé dans une tablette pour un départ, donc on le place sur un endroit stratégique, un mur. Donc, la personne vient, on scanne le visage, en moins de 2 secondes, la personne rentre et voilà, commence déjà à faire le travail. Déjà, on a un travail d'enrôlement qui s'y fait. On prend l'image, la photo de la personne. Donc, on le met dans la base de données et voilà, à chaque fois que la personne vient devant l'appareil, on scanne le visage et automatiquement la machine note l'heure d'arrivée et de départ ainsi que les heures supplémentaires aussi et qu'ils envoient sur la plateforme qui est mise à la disposition du manager ou des gestionnaires des RH. Maintenant, on est avec ce système de reconnaissance faciale et qui a été vraiment, qui jusque-là marche très bien et à l'épreuve de beaucoup de phénomènes, des intempéries et tout. On a eu à travailler dessus et on a un système imperméable maintenant à l'épreuve des poussières qui peut même être installé en dehors et qui marche voilà, avec des conditions, même si on n'a pas des fois de l'électricité, mais on a trouvé une solution aussi avec les panneaux solaires ou les batteries internes qu'on a intégrées. D'accord. Voilà. Maintenant, dites-moi, la première phase qui consistait avec les empreintes, elle a duré combien de temps pour que vous parveniez à arriver à la première phase qui était avec les empreintes? La première phase, elle a duré 1 année. Une année. Le prototypage a été... le premier prototype a été trouvé au bout de 3 mois. 3 mois, puisque les composants électroniques, on ne trouve pas dans le marché au Mali ici, dans les boutiques maliennes. Même au marché, on les trouve très très rarement parce que les gens ne s'intéressent pas beaucoup. Et pour les commerçants aussi, lorsqu'ils amènent des choses qu'ils ne s'achètent pas, c'est des pertes pour eux, c'est normal. Vraiment, donc on a été obligé de commander au niveau du Sénégal ou bien en Chine pour qu'on puisse les assembler et voilà, faire le travail. Maintenant, la première phase, ça c'est 1 année. Et la deuxième phase, faire le transfert vers la reconnaissance faciale. Oui, la première phase, 1 année avec le prototypage, l'assemblage des composants et aussi les tests dans l'entreprise pour que, voilà, donc le test dans l'entreprise, ça a pris plus de 6 mois parce que c'était un cas d'école, le premier cas d'école qu'on a vu et il fallait à tout prix qu'on puisse réussir cette phase-là. Maintenant, la deuxième phase, c'est par l'avènement du Covid et aussi qu'on a compris qu'il faut qu'on soit résilient, il faut qu'on bascule. Donc, doté de ces compétences d'apprentissage automatique qu'on a appris au niveau de l'université et tout. Donc, on a mis ces connaissances-là aussi en contribution pour faire venir un système de reconnaissance faciale qui se base sur les points faciaux de chaque personne pour identifier la personne à l'entrée et à la sortie. Cette phase, on est dans cette phase depuis 2020 jusqu'à aujourd'hui. D'accord, il n'y a pas de souci. Puisqu'on parle un peu de phénomène, c'est-à-dire l'absence ou bien les illégalités des employés au sein d'une entreprise, selon vous, selon votre propre façon de voir les choses, et comment est-ce que cela affecte-t-il une entreprise, par exemple? Bon, déjà, selon... Ça affecte en premier temps la productivité. La productivité, parce que dans les entreprises ou dans les administrations où on a eu à installer, on a nettement observé une nette amélioration de la production, sinon une hausse de la productivité des collaborateurs. Parce que c'est un outil qui est là, qui, une fois couplé au système de paiement, donc vous serez obligé de venir quand même à l'heure, d'être là à l'heure et de partir à l'heure. Et aussi, vos heures supplémentaires sont prises en compte par les systèmes de façon automatique. Donc, l'administration gagne en productivité dans un premier temps. Et dans un second temps aussi, l'économie, le coût. L'économie. Parce qu'avec les anciens systèmes qui sont importés et qu'on a fait d'études de marché qu'on a vues, on constate que c'est des systèmes qui coûtent beaucoup plus cher pour les entreprises plutôt que d'adopter nous nos solutions de façon locale. Donc
Ça, c'est de deux. Troisièmement, ça amène l'entreprise à avoir une image, une autorité, une notoriété digitale, numérique. Et en quatrième position, pour ne citer que ces quatre seulement, on constate que l'entreprise gagne en compétences, par rapport à la gestion du personnel et gagne parce que le programme met à la disposition des données qui leur permettent de prendre des décisions de façon équitable et juste vis-à-vis du mérite de chaque collaborateur au sein du service. Oui. D'accord, il n'y a pas de souci. Revenons un peu à l'administration malienne. Et ce phénomène existe juste au Mali, selon vous, ou bien c'est partout? Ça, c'est la première question. La deuxième, c'est de savoir maintenant si elle existe et que votre start-up est là, quelle est, c'est-à-dire la solution, les solutions appropriées, adaptées que votre start-up propose à ces administrations ou à ces entreprises touchées par ce phénomène? Ce phénomène d'absentéisme n'est pas propre qu'au Mali seul. D'accord. Ce n'est pas propre qu'au Mali seul, on va dire l'Afrique en général, l'Afrique francophone, puisque au Sénégal aussi, au Burkina, la Côte d'Ivoire, bon, moyennement ça va là-bas, puisque j'ai fait un peu le tour de ces pays-là par rapport à ces projets. Ce n'est pas le cas du Mali seul, mais le Mali, le Mali vraiment a une place prépondérante dans ce sens, puisque je l'ai dit tantôt, au niveau de la structuration sociétale même du pays, fait en sorte que on prend pour acquis, on considère que c'est entre griffes, c'est une loi du travail même de ne pas être constamment au bureau, ou d'arriver à retard, ou bien de s'absenter sans même que la hiérarchie n'est pas au courant. Imaginez, vous possédez une structure, une administration qui s'étend sur tout le pays, sur toute l'étendue du territoire du Mali. Et que vous êtes à Bamako, par exemple, et votre filiale, une de vos filiales se trouve à 100, par exemple. Vous n'avez aucun moyen de savoir qu'un tel collaborateur au niveau des 100 est venu à l'heure au travail, et même venu au travail d'ailleurs si sa hiérarchie ne vous signale pas. Tout à fait. Et on trouve que souvent c'est des convenances avec la hiérarchie directe. Ça fait perdre au fait. Ça vous fait perdre de l'argent parce que vous perdez en productivité, les cas des usagers ne sont pas vraiment pris à bras le corps, ainsi de suite. Tout mal peut survenir de cela, quoi. Donc la base même, c'est ça. C'est ça, au fait, il faudrait que ça soit fixe. Maintenant, par rapport à votre deuxième question, en premier lieu, d'abord, nous, lorsqu'on cible ou bien on se fait solliciter par des administrations, des entreprises au Mali ou au Sénégal, on essaie d'avoir des séances de travaux avec eux pour sonder et pour prendre des informations afin de mettre en place une stratégie digitale basée sur l'intelligence artificielle pour qu'ils puissent être adaptés vraiment à leurs propres besoins. C'est dans cette logique que nous travaillons actuellement en co-construisant avec les structures en question. D'accord. Et si nous essayons de faire une comparaison entre l'administration publique malienne et les entreprises privées, on voit que, c'est-à-dire, avec ce phénomène, c'est pas la même... c'est pas égal, quoi. C'est-à-dire que... Non, c'est pas la même teneur. Voilà, c'est pas... Voilà. Maintenant, l'administration, ou bien disons l'État malien, consciente de cette innovation, est-ce que vous avez par exemple des marchés avec l'État malien ou bien avec des entreprises en parallèle? Actuellement, nous sommes en collaboration avec des services publics
des services publics, mais pas l'État même pour l'État, mais avec quelques services publics dont on a eu la chance de les avoir et de pouvoir les satisfaire avec nos systèmes de reconnaissance faciale pour les appuyer dans ce contrôle de présence des salariés au niveau de leur service. On a des services publics, on a des entreprises privées aussi comme des industries au niveau du Mali aussi. Donc c'est un ensemble hétérogène qui est là, donc au sein de notre clientèle. D'accord. Par exemple, si le restaurant Misana décide d'essayer d'avoir par exemple votre prototype ou votre, comment dirais-je, les appareils que vous mettez à disposition des clients, par exemple, quel est le début du processus et allant jusqu'au coût? Ça peut coûter jusqu'à combien, par exemple, des chiffres? Bon, comme vous avez pris le cas du restaurant Misana, la première des choses, c'est, comme je vous l'ai dit tantôt, on vient vers le manager ou bien le propriétaire ou bien la personne qui veut au sein du restaurant avoir notre système. Donc, nous venons à son écoute d'abord. On va identifier ses vrais besoins et ce qu'il espère comme résultat à la fin. Donc, en partant de cette base-là, donc, il y a l'équipe technique qui sera dans la discussion, l'équipe commerciale. Donc, ces deux équipes au sein d'Iwati vont venir, vont l'écouter et en fonction de ça, on lui fait une proposition. Donc, selon vos besoins, tant. Donc, nous pouvons vous appuyer sur ça, et ça va vous coûter ça, et avec des moyens de paiement différés, et ainsi de suite. D'accord, je vois, il n'y a pas de souci. Merci beaucoup. Maintenant, parlez-nous un peu des défis que vous avez eu à rencontrer avec votre start-up. Les débuts, on sait tous qu'il y a quand même les débuts, il y a des difficultés. Parlez-nous un peu des difficultés que vous avez eu à rencontrer du début jusqu'à maintenant, quelques lignes. D'accord. Les débuts, c'est dans tout ce que l'on entreprend dans la vie, forcément il y a des hauts et des bas. Donc, ces moments de difficulté, c'est des moments qu'on doit prendre à bras le corps, qui doivent nous inspirer comme source de motivation et d'être résilient. Parce que les difficultés, ça vient à chaque étape. Tout à fait. À chaque étape de la vie d'une personne. Et imaginez dans la vie d'une entreprise aussi, ça vient de tous les côtés. C'est vrai. Ça a des ramifications partout. Ça peut être c'est des difficultés qui d'abord ont été de trouver des bons éléments, c'est-à-dire des bons collaborateurs qui s'y connaissent vraiment dans ce domaine d'intelligence artificielle, de recruter des jeunes surtout. Donc, au premier temps, on a eu du souci avec ça parce que les jeunes qui n'ont pas eu la chance comme nous de bénéficier des bourses pour aller étudier, on voit qu'ils ne sont pas à ce niveau, au niveau de l'enseignement, en fait. Donc, on a dû les faire monter en compétences. Donc, jusque-là, on a les mettre dans les pattes. On code, on développe avec eux, on les guide aussi. Donc, le premier point, ça a été ça. Et aussi le démarrage surtout, avec les moyens financiers. Comme je vous l'ai dit tantôt, on a démarré avec les fonds propres, mais par la suite, on a pu, avec un fonds suisse et tout, avoir des prêts et tout pour démarrer l'activité. Et voilà, jusque-là, on arrive à s'en sortir. Mais bien que l'année passée quand même, compte tenu du contexte sécuritaire et économique du pays, ça a été une année vraiment compliquée pour tous les entrepreneurs maliens. Voilà. D'accord. Et je vais vous poser quelques 5 questions comme ça, vite fait. En tant qu'entrepreneur, c'est-à-dire ces questions s'adressent à vous particulièrement. La première question, les réponses sont rapides. Votre première activité de la journée, dès que vous vous réveillez, quelle est la première activité que vous faites? C'est de prier d'abord. Oui. J'ai pris. D'accord. J'ai pris. Activité, disons, voilà, en dehors
des responsabilités religieuses. L'activité professionnelle, professionnelle, vous voulez dire. Oui. Donc, c'est d'abord de faire une liste, de faire une liste de ce que je peux faire dans la journée, comme les points, les checkpoints, de ce que je veux faire aujourd'hui, les objectifs à atteindre, je les consigne et tout. Et dès que je franchis le seuil de la porte, je commence par ça, que ce soit des appels, des déplacements, et ainsi de suite, voilà. D'accord. Quel est le moment où vous êtes beaucoup plus productif? La nuit. La nuit. Heure précise ou bien... La nuit quand même, la nuit, parce que c'est devenu une habitude en tant que programmeur et tout. C'est la nuit que moi, il y a moins de bruit et on est focus vraiment sur... On voit beaucoup de choses quand il y a le calme en fait. Définissez-moi votre entreprise en 3 mots. Innovation, oui. Adaptation, oui. Et résilience. D'accord. Et le meilleur conseil que vous avez reçu en tant qu'entrepreneur? Le meilleur conseil que j'ai reçu en tant qu'entrepreneur. Oui, en tant qu'entrepreneur. Par un proche, par un collègue, par un collaborateur, un ami? Gardez toujours la tête haute. D'accord. Gardez la tête haute, quelle que soit la situation. D'accord. Et pour finir, votre mentor, si vous en avez? Ah, j'ai plusieurs mentors. D'accord. J'ai plusieurs mentors, donc voilà. J'ai plusieurs mentors. D'accord. Vous pouvez nous citer 2? Ah, pour ne pas porter préjudice aux autres. D'accord, il n'y a pas de souci. En tout cas, merci beaucoup de nous avoir répondu, d'avoir répondu à notre appel. Merci. Et merci beaucoup. Et ainsi prend la fin de cette émission. Et restez connectés, nos vidéos sont disponibles sur notre chaîne YouTube, Facebook et TikTok. Merci, à très bientôt.